Donc, les implants FAC se positionnent en chambre postérieure. On peut corriger entre moins 18 et plus 10 dioptries. Alors personnellement, je ne pose pas d'implant FAC chez les hypermétropes forts. Et en termes de cylindres, on peut aller jusqu'à plus 6. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant chez des forts astigmates pour corriger un astigmatisme myopique notamment. La presbytie, c'était attendu et d'après les bruits de couloir, ça devrait arriver début 2023 avec peut-être un nouveau champ d'indication et d'application qui pourra concerner beaucoup plus de patients. Peut-être prendre une petite partie des parts de marché des chirurgies prélex qu'on fait actuellement. Chez des patients qui sont un peu hésitants, on aura peut-être cette possibilité de poser un implant FAC avec une chirurgie réversible si le patient n'a pas une bonne neuroadaptation à sa multifocalité ou derrière pour faire la cataracte avec un petit peu moins de problèmes que chez un myope fort. Les indications, donc, alors il y en a pas mal des indications, ça peut être comme dans maintenant pas mal de pays, notamment en Asie, où ils préfèrent l'implantation FAC au laser pour différentes raisons, notamment parce que c'est une chirurgie réversible. Pour ma part, je l'ai intégré dans mon arsenal de réfractive avec un positionnement plus pour les patients qui sont contre-indiqués parce qu'ils ont une pachymétrie trop fine, parce que le pourcentage de tissu ablaté sera de plus de 40%, ou parce qu'on aura un mur résiduel postérieur de moins de 300 microns. Je le positionne aussi chez les patients qui on a eu ce matin la présentation de Pierre sur la sécheresse oculaire. Donc c'est vrai que maintenant, dès que j'ai un doute sur un risque de sécheresse ou une sécheresse pré-op importante, ça peut être proposé. Alors pas à moins 3 dioptries, mais chez des patients chez qui on serait obligé de faire un LASIK à moins 6, moins 7, et qui ont en plus une sécheresse, ça peut être une option à proposer. Et enfin, une bonne indication, c'est chez les patients qu'on n'opérerait pas au LASIK, qui ont un kératocone frustre ou avéré, ou pour une correction résiduelle de kératocone chez un patient, là j'en ai eu un cette semaine, qui a un kératocone avec une pose d'anneau intracornéen et une demande de correction sphérique résiduelle de 5 ou 6 dioptries. Donc les risques, c'est important d'en parler, c'est important de les connaître, c'est une chirurgie qui est comme ça quand on la regarde assez facile, même s'il y a une courbe d'apprentissage, mais qui n'est pas dénuée de risques, alors qu'ils sont beaucoup moindres depuis les nouvelles générations d'implants ICL, mais on peut avoir des cataractes, ça nous arrive de faire des explantations et chirurgies de cataracte d'implants qui ont été posés il y a pas mal d'années. Les nouvelles versions d'ICL, d'après les études qu'on a, sont beaucoup moins pourvoyeuses de cataracte. Je dirais un des risques importants, ça va être l'hypertonie oculaire, le développement d'un glaucome, soit par fermeture de l'angle, parce que l'implant qui est dans le sulcus qui va fermer l'angle, soit par glaucome pigmenté, si vous avez un contact irido-implant trop important, vous allez avoir une dispersion pigmentaire. Et ici, j'ai mis la photo d'un trabéculum pigmentaire. C'est pas un de mes patients, heureusement, mais peut-être que ça m'arrivera un jour, avec un glaucome pigmenté et une indication pour le coup d'explantation. La perte endothéliale péropératoire, normalement, est assez faible, mais si on a des difficultés chirurgicales, on peut être amené à avoir un peu plus de perte endothéliale. Donc bien mesurer en pré-op, bien faire un comptage en pré-op. Donc tout l'enjeu va être de bien calculer son bilan pré-op, alors de faire un bilan pré-op déjà exhaustif. On va s'assurer qu'il y a assez de place, qu'il y a un patient qui a une chambre antérieure de plus de 3 mm, qui a un angle de plus de 30 ou 35, personnellement je suis un peu plus à l'aise avec 35 degrés, qui a une flèche cristallinienne pas trop élevée, de moins de 600 microns, et surtout une microscopie spéculaire qui n'est pas comme celle-ci où vous avez déjà un polymégatisme et une insuffisance endothéliale, donc il faut une bonne densité endothéliale. Donc on fait un pentacam, on peut faire un OCT de segment antérieur si on en a à disposition, et une UBM qui peut aussi être utile à la fois pour la flèche cristallinienne et la mesure
de la distance d'éperon à éperon scléral pour le calcul du sizing. Je fais systématiquement, mais je le fais aussi chez un patient que j'opère de réfractive myopique, une biométrie. En cas de récidive de la myopie, c'est intéressant de savoir d'où on part. Je fais systématiquement aussi pour les ICL un champ visuel. Avec le risque de glaucome, c'est bien d'avoir un champ visuel pré-op, on ne sait jamais. L'Orbscan est une bonne vieille machine qui n'existera peut-être un jour plus parce qu'elle est plus maintenue, mais en tout cas qui a une mesure du blanc à blanc très intéressante pour le sizing et très précise, et bon, évidemment un OCT maculaire RNFL. Donc une fois qu'on a fait tout ce bilan pré-op, on va essayer de calculer au mieux la taille de l'implant parce que c'est ça qui va déterminer si on a un risque de fermeture de l'angle, si on a un risque de glaucome pigmentaire ou inversement s'il est trop près du cristallin, un risque de cataracte. Donc il y a ce beau tableau qui nous est proposé par Starr qui combine à la fois la profondeur de la chambre antérieure et le blanc à blanc avec la taille de l'implant proposé. Et en complément, donc une formule qui a été proposée, qui est la NK Formula, et maintenant la NK Formula 2, qui pour le coup prend en compte d'autres paramètres, la flèche cristallinienne et la CW, Anterior Chamber Wilds, donc qui est la distance d'éperon à éperon scléral. Donc maintenant je fais les deux calculs et je regarde un peu ce qu'il y a dans les deux, et parce que ça reste quand même le temps crucial, avec le temps opératoire bien sûr, de la réussite de cette intervention. Donc tout commence pour les implants de la marque Starr avec la préparation de l'implant dans sa cartouche. Alors il existe aussi, j'en ai pas parlé, les IPCL qui sont aussi commercialisés et distribués en France par Emetrop. C'est le concurrent de ces implants Starr fabriqués en Inde, qui est beaucoup plus facile à charger dans sa cartouche. J'en ai posé un peu, mais personnellement, je suis revenu aux implants Starr pour différentes raisons. Donc le positionnement dans la cartouche est un premier temps qui est délicat. On se demande comment ils n'ont pas pu faire mieux, entre guillemets, mais c'est assez délicat. Il y a un petit kit et il faut aller tirer l'implant dans sa cartouche assez délicatement, avec évidemment, comme c'est un matériau très fragile, c'est du collamère, un risque de le déchirer. Donc la chirurgie, on fait une incision. Alors, j'opère les patients sous anesthésie générale, les deux yeux le même jour. On peut faire sous local, un œil après l'autre, chacun ses habitudes. Personnellement, chez des patients jeunes, je préfère faire une petite anesthésie générale. Alors, je suis désolé, j'ai oublié un temps lors du montage, c'est que j'ai oublié, il faut injecter un petit serpentin de visqueux et faire une ou deux parasynthèses, injecter l'implant très doucement, le plus doucement possible parce qu'il y a un risque de retournement avec un risque de frottement sur l'endothélium. Puis le positionner avec un micromanipulateur dédié, c'est un kit d'instruments qui sont fournis avec, sous l'iris, et faire un myosis pharmacologique. Alors on peut aussi poser des implants toriques et s'aider d'un système de guidage péropératoire. Et dernière chose qui est intéressante maintenant, c'est d'essayer d'estimer le vaulting en fin d'intervention. Alors, pour l'instant, je n'ai pas une série de patients, on n'a pas encore publié notre série de patients, mais au début, j'étais très enthousiaste parce que je trouvais que finalement, entre le vaulting en fin d'intervention et ce que j'avais mesuré en post-op, c'était vraiment reproductible. Et puis finalement, j'ai eu quelques discordances entre la fin d'intervention où j'étais un peu inquiet en me disant tiens, le vaulting il est un peu faible, et finalement qui était bien en post-op parce que bah oui, une fois que l'œil reprend sa forme, le myosis se termine de se faire, la situation peut être différente. Donc voilà, pour finir, un dernier petit cas clinique d'un patient c'est la même photo que je vous ai montré, qui avait une sécheresse sévère, qui a -16, -18, il n'est pas à 10 dixièmes, c'est un myope fort comme vous en voyez certainement, qui de surcroît, il a une pâquille à 500 microns, donc on oublie toute forme possible de laser chez lui, il n'y a pas d'autres indications possibles.
Et à J7, il a déjà une surface bien améliorée, un volting qui est satisfaisant. Donc idéalement, si on a entre 400 et 600 microns, c'est parfait. Entre 250 et 750, ça va encore. Au-delà, il faut se poser des questions. Et c'est un patient qui, au final, voit même mieux qu'en pré-op, parce qu'il a une surface qui s'est améliorée. Et voilà. Donc le suivi, par contre, il ne faut pas les laisser dans la nature, pour les raisons que je vous ai expliquées, le risque d'hypertonie, de glaucome qui est à surveiller, et de cataracte également. Voilà, merci de votre attention. On va